Bon, définition. Donc vous connaissez tous la définition. Ce qui est quand même important, c'est qu'il faut bien penser aux pertes de sel qui ne sont pas de l'incontinence. Et pour notre forum, on partira du principe qu'une pathologie organique, en particulier une tumeur ectocolique, aura été éliminée. Mais c'est vraiment le point important. Alors pourquoi rechercher cette incontinence ? C'est une pathologie fréquente qui a un retentissement majeur sur la qualité de vie. Là aussi, vous le savez tous, sur la qualité de vie personnelle et sociale. Et enfin, c'est un sujet tabou, tabou dans les deux sens. Et il y a un Québécois, je ne me rappelle plus de son nom, qui parlait de la fable du patient muet, mais du médecin sourd. Et je crois que c'est bien adapté à cette pathologie. Alors c'est une étude un peu ancienne. Ah mince, pardon, attendez. C'est une étude ancienne qui date de 2003, mais si on la réalisait actuellement, je pense que les chiffres seraient similaires. Donc 56 jeunes mamans revues 3 mois après l'accouchement avec déchirure du 3e degré. Les auteurs avaient tout d'abord donné un auto-questionnaire avant la consultation, et après, donc, ils avaient interrogé les patientes sur les symptômes. Et l'on voit donc que l'incontinence par auto-questionnaire a une fréquence d'environ 15%, alors que vous voyez, elle disparaît mystérieusement lorsque c'est le patient qui pose ces questions. Alors peut-être que maintenant, on ne serait pas à pratiquement 1%, 2%, mais je pense que les chiffres seraient du même ordre. Et nous, à la fois à l'hôpital et en privé, je donne un auto-questionnaire aux patients avant examen, et donc sur le courrier, on a été adressé pour douleur, diarrhée, constipation. Et on s'aperçoit qu'en fait, qu'il y a une incontinence lorsque les gens répondent par écrit. Alors, la prévalence. Alors, il y a X études sur le sujet. Bon, j'ai choisi d'être un petit peu chauvin, donc je vous présente une étude qu'on a réalisée en Rhône-Alpes en 2004. À partir de la population générale, on avait adressé un auto-questionnaire à partir des listes électorales sur la population générale. Et si on retient un score d'incontinence supérieur ou égal à 5 sur 20, on obtient une prévalence de 5% de la population générale. Alors le score de Georges et Wexner, il va de 0 à 20, et on considère qu'on a une incontinence grave à partir de 10, pour ceux qui ne l'utilisent pas. Donc on va essayer de rechercher les facteurs de risque. Donc l'âge, alors vous voyez sur cette diapositive, toujours en Rhône-Alpes, en France, 2004, à partir de la population générale, on voit bien entendu donc la prévalence augmente avec l'âge, mais vous voyez que toutes les tranches d'âge sont concernées, et dès 18 ans, on a une prévalence qui est loin d'être négligeable finalement. Le sexe, là aussi c'est classique, plus d'incontinence chez les femmes, mais 2,4% chez les hommes, donc là aussi loin d'être négligeable finalement. Alors il y a des études qui vont même 50-50. Là je suis toujours un petit peu perplexe sur ces chiffres 50-50, parce qu'il n'y a quand même pas les facteurs de risque obstétricaux et... Alors, le transit, je crois que c'est vraiment un des points fondamentaux. Et donc, c'est une étude réalisée norvégienne, je crois. Donc, chez des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, et vous voyez que dans le cas du S2I avec diarrhée, bon, là aussi, c'est vraiment très... Bon, enfin, il le montre, c'est très classique. Vous voyez que par rapport au S2I sans diarrhée ou constipé, vous voyez qu'il y a une prévalence nettement supérieure de l'incontinence. Donc, le transit est fondamental. Alors, les atteintes du sphincter anal, dans le cadre du post-obstétrical, donc sur cette diapo, en décubitus latéral, vous voyez que vous avez un défect post-obstétrical typique, très étendu mais typique. Vous avez une absence totale de plis radiés en avant, alors que vous n'avez pas de défect postérieur. Donc, là, je vous ai rapporté une étude qui a été réalisée qui a été publiée dans le Journal obstétrique canadien 2015, et les auteurs ont essayé de voir ce qui s'était passé chez les patientes qui avaient eu un défect du sphincter anal réparé, en fait. Et donc, ils ont repris des études qui sont relativement... Bon, certaines sont un peu anciennes, et donc l'on voit là aussi les chiffres varient énormément de prévalence en fonction des définitions, en fonction de la population. C'est un des chiffres qui varient beaucoup, tous ces chiffres de prévalence, mais on voit que chez les patientes qui ont été opérées d'une lésion
post-obstétricale, vous voyez qu'il y a quand même une fréquence importante de l'incontinence. Alors, les atteintes post-chirurgicales, là on a un exemple de défect après cure de fistulectomie. Donc là, c'est une étude anglaise par l'équipe de Chris Norton, 2013, et donc c'est une étude qui a été réalisée chez des patients qui ont une maladie inflammatoire. Donc on voit donc que la chirurgie de fistule est significativement un facteur de risque. La fissure aussi, il ne détaille pas dans le papier le type de chirurgie pour la fissure. Alors, les troubles de la statique rectale. Donc, quelques images, mais Thierry va vous en montrer tout à l'heure, en fait. Là, nous avons une étude de 2013 et les auteurs ont évalué la continence anale avant la cure de prolapsus de troubles statique, de prolapsus rectal. Donc, vous voyez qu'on a des chiffres importants qui sont un peu surprenants, mais je pense qu'ils collent bien à notre réalité quotidienne. Peut-être qu'ils ont inclus dans ce chiffre de 58%, les émissions de glaire qui ne sont pas vraiment de l'incontinence. Ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup, plus de 50%. Mais c'est peut-être là, il y a peut-être une part de fausse incontinence dont on parlait au début, avec ces glaires qui ne sont pas vraiment de la vraie incontinence. Le prolapsus rectal aussi, interne, même s'il n'est pas extériorisé, je crois qu'il peut être, par l'hypotonie, il peut donner des incontinences sévères. Ce qui est un peu plus surprenant ici, c'est que dans la rectocèle, il trouve un chiffre d'incontinence élevé. C'est un peu curieux, il ne détaille pas bien, mais a priori, ce sont quand même des rectocèles sévères. Il y a un entérocèle associé, et ce sont probablement des rectocèles dans le cadre d'un périnée faible de façon globale. Les maladies inflammatoires, on reprend l'étude de Chris Norton tout à l'heure, qui est un petit peu... Alors là, il faut essayer de bien voir la méthodologie. Donc, ils ont envoyé 10 000 questionnaires par voie postale, et il y a eu plus de 3 000 retours. Si l'on prend en compte que ceux qui ont répondu, on obtient une prévalence d'incontinence chez les patients qui ont une maladie inflammatoire de l'ordre de 9%. Et dans un deuxième volet, les auteurs considèrent que ceux qui n'ont pas répondu n'ont pas d'incontinence. Bon, on reste à 3%. Donc probablement que le vrai chiffre, entre guillemets, s'il y a un vrai chiffre, se situe entre 3 et 9% chez ces patients qui ont une maladie inflammatoire. Alors les pratiques sexuelles, on avait très peu de papiers sur le sujet jusqu'à maintenant. On avait un ancien papier qui avait montré que chez les patients qui avaient des rapports anaux, il y avait une hypotonie mais qu'il n'y avait pas de symptômes. Dans ce papier, les auteurs, donc, qui est un papier de 2016, ils ont envoyé un questionnaire à, je ne sais pas par quelle population par contre, je ne pourrais pas vous le... Donc 4000 sujets qui ont répondu, dont la moitié d'hommes. Et donc on voit que chez l'homme, l'odd ratio en cas de rapport anneau en analyse multivariée est à 2,8. Chez la femme, il est à 1,5. La limite significative, puisqu'on est entre 1 et 2. Et 2. Comme bien dans l'étude, on n'a pas ni la fréquence, ni le type de... On en discutait hier avec Thierry, on n'a pas le type de pratique et on ne sait pas s'il y a eu quel type. Il y a comme des pratiques plus violentes que d'autres. Donc, enfin, à ma connaissance, c'est le seul papier sur le sujet. Donc, en conclusion, j'aurais tendance à dire qu'il faut rechercher chez tous les patients, puisqu'on a vu, c'est un sujet extrêmement tabou, qui reste tabou. Autrefois, pour l'incontinence urinaire, c'est un petit peu, c'est beaucoup plus, on en parle beaucoup plus facilement de l'incontinence urinaire, les patients. Et puis donc, il faut quand même, comme population à risque, retenir les antécédents de chirurgie proctologique, l'accouchement difficile, et puis penser au transit. Je crois que c'est vraiment un des messages, le transit. Chez les patients qui ont un trouble de transit, il y a un risque d'incontinence. Voilà, je vous remercie.